Faire un deuil sereinement, c'est possible. C'est ce que nous allons découvrir dans cette interview de Claudine Blier, spécialiste de la relation d'aide, notamment dans la libération du deuil. Je suis Maureen Béillard, la fondatrice de Coep, le nouveau réseau social du bien-être pour s'épanouir au quotidien. On se retrouve de nouveau dans le cadre d'une nouvelle série d'interviews Coep, cette fois-ci à l'occasion de l'ouverture officielle du mouvement Coep Change ta vie, change le monde. Ce mouvement, c'est une communauté de personnes engagées pour transformer leur vie et pour s'épanouir chaque jour un peu plus. Car ils ont conscience que si chaque être humain fait sa part pour aller mieux, alors ensemble, nous avons le pouvoir de changer les choses. Et pour cela, la première étape, c'est de prendre soin de soi et de se libérer de ces différents deuils pour pouvoir avancer. C'est ce que nous propose Claudine Blier, qui fait partie des mentors du mouvement Coep Change ta vie, change le monde. Coach certifiée en neurosciences appliquées, formatrice, conférencière et auteure, Claudine Blier est thérapeute en relation d'aide depuis 2013. Sa spécialité, c'est la libération du deuil, et plus exactement des deuils, car il ne s'agit pas toujours de décès, mais aussi parfois de rupture, de séparation et de grands changements de vie qui demandent par passer par ce processus de deuil pour pouvoir se libérer et avancer sereinement. C'est ce que nous allons voir dans cette interview. Bonjour Claudine, merci d'avoir accepté mon interview aujourd'hui. Bonjour Maureen, merci aussi de me recevoir. Je suis très contente d'être avec toi. Mm. Claudine, Hmm. est-ce que tu peux nous raconter, s'il te plaît, quelle a été ta première expérience personnelle dans le secteur du bien-être, du développement personnel et des médecines naturelles? Comment est-ce que tu as découvert ce secteur pour la première fois en tant qu'utilisatrice? En tant qu'utilisatrice, la première fois que j'ai utilisé les services pour le bien-être, ça a été plus dans des consultations énergétiques, dans le sens que je recevais un soin énergétique et puis la personne, après le soin, me mettait en contact avec des personnes décédées, avec des entités protectrices ou quoi que ce soit, là. Je te dirais ça a été mes premières expériences parce que j'ai comme été assez ouverte. Puis en même temps, j'ai le goût de te dire que j'ai toujours été intéressée à ça parce que même si je recule il y a longtemps, longtemps, je me souviens qu'à 12 ans, au secondaire, je faisais déjà des prises de parole dans mes groupes pour leur parler de l'importance d'être bien avec soi, d'écouter notre intuition. Tu sais, fait que j'étais déjà dans cette voie-là. Puis, j'ai fait énormément de lectures concernant le mieux-être, tu sais, écoute ton corps, créer ou manifester la vie de vos rêves. Je pense que j'ai un livre qui est tout jauni tellement ça fait longtemps que je l'ai. Fait que, tu sais, les premières expériences, c'est vraiment dans la lecture. Et après ça, ben, c'est d'aller prendre des soins ici et là en énergie, rencontrer des chiromanciennes parce que je suis curieuse aussi du tarot, de la lecture des mains, des cartes et tout ça. Et à un certain moment donné, ben, je vivais des problématiques relationnelles avec une de mes filles et j'ai choisi de faire une formation de thérapeute en relation d'aide, bien que j'ai une formation de travailleuse sociale, c'est mon métier de base. Euh, Quand j'ai fait la formation de thérapeute en relation d'aide, c'est ce qui m'a permis de revenir en contact avec moi. C'est de refaire le chemin, de goûter à l'amour de soi, à la confiance en soi, à l'estime de soi qui était comme très, 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 très fragilisée à l'époque. Donc, tu as eu un métier avant, pendant plusieurs années, et en fait, tu as commencé ta première formation, pas forcément pour consulter ensuite et devenir praticienne dans le secteur, mais simplement pour améliorer les relations avec ta fille. C'est bien ça? Améliorer les relations avec ma fille, mais le plus beau dans tout ça, c'est que ça a amélioré ma relation à moi. Parce que j'ai le goût de te dire que la relation à moi était très faible au niveau de l'amour de soi, de la confiance en ma valeur, en qui j'étais. Je portais vraiment la croyance que ouf, je n'étais pas une personne facile, que j'étais construite avec des défauts de fabrication parce que j'étais continuellement sur la défensive, ce qui faisait que j'avais des problèmes relationnels avec ma fille, tu sais, puis aussi avec d'autres personnes de mon entourage. Puis un jour, j'ai comme compris que
je pouvais pas changer les gens qui m'entourent, que la seule personne sur qui j'avais le pouvoir de changer, c'était moi. Et je te dirais que c'est la meilleure prise de conscience que j'ai faite parce que c'est ce qui m'a amené après à faire la formation pour moi aller mieux, améliorer mes relations. Et c'est ce que ça fait de boule de neige, si on veut, là. J'ai commencé avec une petite boule, puis là, oups, une grosse boule. Ça fait en sorte que ça a amélioré énormément mes relations. Et le beau dans tout ça, c'est que ça m'a amené à changer de métier pour, à mon tour, accompagner les gens vers la route qui conduit au cœur de soi. Magnifique. Donc, améliorer sa relation à soi-même, ça permet d'améliorer la relation aux autres? Ah, tellement. En tout cas, dans mon parcours à moi, ça a été la meilleure recette pour améliorer ma relation aux autres. Parce que, tu sais, quand on a des difficultés relationnelles, c'est qu'on est en réaction à ce qui se passe dans notre monde intérieur, puis on n'en a pas conscience. S'il y a des gens qui nous écoutent qui disent: Ah, mais moi, je suis souvent sur la défensive, puis je comprends pas pourquoi, c'est parce que c'est notre parcours de vie, notre histoire personnelle qui réagit. Et quand on est dérangé, quand on a un déclencheur qui nous fait réagir intérieurement, la majorité des gens, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller dans la réaction. On a une attitude défensive, on va répondre, on va questionner l'autre, on va contre-attaquer, mais c'est parce qu'on n'est pas au clair avec ce qu'on vit. Mais plus on est au clair avec ce qu'on vit, ben, mettons que tu me dis quelque chose, on va être capable de s'entendre, de s'écouter, de se comprendre et ça améliore la relation. Magnifique. Effectivement, le côté interprétation, on a tous nos filtres et la façon dont on va entendre les choses va conditionner la façon dont on y réagit, évidemment. Exactement, Et ça exactement. demande un travail sur soi. Oui, Claudine, qu'est-ce qui s'est passé pour que de toutes ces formations qui finalement t'ont amené à consulter toi-même, tu te sois spécialisée dans la relation au deuil, en tout cas? oui. Dans la relation au deuil, je te dirais que à travers tout mon parcours, parce que moi, quand je commence une formation puis que j'aime les résultats, j'ai de la difficulté à m'arrêter. Mais dans mon parcours de formation, de spécialisation et tout ça, j'ai fait la spécialisation sur le deuil avec l'intention d'aider mes usagers, parce que je travaillais dans une résidence, ben, dans quelques résidences à titre de thérapeute. Et mes clients vivaient énormément de deuil. Fait que je me suis dit, je vais aller me spécialiser dans le deuil pour les accompagner, puis aussi faire des conférences sur le deuil. Mais je n'avais pas réalisé que à travers cette formation-là, je devais travailler un de mes deuils. OK? Quand la titulaire du groupe a dit, il faut travailler un deuil d'une personne physique. OK? Ben, j'ai dit, j'ai un problème, j'en ai pas. Fait qu'elle me dit, t'as pas vécu de deuil? J'ai dit oui, mais ça fait, tu sais, quand j'ai fait la formation, ça faisait 33 ans que mon père est décédé. Ça fait ben trop longtemps. Fait qu'elle me dit, ben, je t'invite à choisir une de ces personnes-là pour travailler le deuil. Et quand j'ai travaillé le deuil, oh, moi je pensais que le deuil était réglé, mais que non. Et ce qui m'a amené vraiment à aujourd'hui répandre la bonne nouvelle concernant le deuil, puis que vivre un deuil sereinement, c'est possible, c'est que quand on pense que notre deuil est réglé, il est souvent loin d'être réglé et ça a créé plusieurs impacts dans notre vie qu'on n'est pas nécessairement conscient. À la fin de la formation sur le deuil, j'ai repris, tu sais, j'étais en relation avec mon père. Moi, j'ai pas grandi avec mon père. Et mon père est décédé alors que j'avais 17 ans. Et je le voyais 2 fois par année en très bas âge, là. Fait que j'avais pas de relation avec mon père. Puis quand j'en parlais au début de la formation, j'étais plus à voir les mauvais côtés de mon père que de voir l'homme derrière, tu sais. Mais à travers la formation, j'ai récupéré ma relation à mon père. Mon père, je l'avais jamais appelé papa. De ma vie, je l'avais jamais appelé papa parce que tu comprendras que je l'ai pas connu. Trop, trop. Puis quand je le connaissais, c'était pas des bonnes relations. C'était pas agréable. OK? Mais à travers la formation, un moment donné, j'avais un cahier de notes, puis j'avais écrit papa, puis j'avais écrit une lettre à mon père, mais je m'adressais à lui avec papa. Et j'ai récupéré la relation au papa. Et Mhm. là, je tenais mon cahier comme ça à bras le corps, là, puis même si tu avais voulu essayer de me l'enlever, là, tu n'aurais pas pu. J'avais, pour moi, là, c'était wow, c'était hyper magique.
Puis à la fin de la formation, il fallait dire un feedback. Puis j'étais impatiente de pouvoir prendre la parole parce que là, je me sentais en effervescence. C'est comme la bouteille de champagne que tu brasses, puis il y a tout plein de bulles, là. Je me sentais tellement en effervescence d'avoir fait cette formation-là. Puis je me sentais vivre à nouveau parce que j'avais nettoyé la relation à mon père, le deuil, qu'est-ce que ça avait laissé. Mais là, je te dirais, pour moi, ça a été l'élément déclencheur pour que je fasse la profession telle que tu la vois aujourd'hui. Parce que c'est ce qui m'a amené à être un feu d'artifice qui éclate en plein ciel maintenant. Tu sais, avant de faire la formation, j'étais le bâton de dynamite dans la dernière boîte, puis le dernier du fond. Et après la formation, c'était moi qui étais prête à éclater dans le ciel. Juste pour te montrer la différence entre les deux. Fait que c'est incroyable quand ce qu'on récupère, quand on ose démystifier le deuil on a vécu, quand on ose aller voir toutes les ramifications qui s'y rattachent. Tu sais, il y a de magnifiques précieux à aller récolter. Ça veut dire quoi démystifier le deuil, Claudine? Démystifier le deuil, c'est parce que les gens ont le sentiment que les deuils, ça passe avec le temps. Ça va s'atténuer. Je ne sais pas dans le secteur où tu habites ou les gens qui nous écoutent, parce que je sais qu'il y a beaucoup aussi d'Européens, parce qu'on est à travers la francophonie. Donc, je ne sais pas c'est quoi les us et coutumes des deuils dans les différents pays, mais ce que je peux te dire, c'est qu'ici au Québec, maintenant, le deuil, c'est comme on a la croyance que ça passe avec le temps. Moi, je dis c'est le plus gros mythe que la Terre porte parce que rien qui passe avec le temps. Ça s'insinue à l'intérieur de soi et quand on porte la croyance que ça passe avec le temps, on est moins libre de parler du deuil, des impacts, de ce que l'on vit et on va être plus dans la solitude. Donc, quand je parle de démystifier le deuil, c'est de démystifier les différents deuils que l'on vit. On vit des deuils par décès, mais on en vit tout plein aussi. Mais c'est aussi de se permettre de voir, OK, si j'en parle pas, ça a quoi comme impact dans ma vie? Parce que ces impacts-là, ça a des répercussions énormes sur comment je vais agir en relation avec d'autres personnes. Tu sais, si ton père, comme par exemple, moi, mon père est décédé, j'ai pas eu de relation avec lui, mais ça a eu un impact sur ma relation avec les hommes bien plus grande que je le croyais, tu sais. Puis, quand tu comprends ça, ben, tu viens démystifier des choses, tu viens comprendre. Ça amène à ta conscience et là, tu peux choisir de faire des changements conscients qui t'amènent vers un mieux-être. Magnifique. Comment est-ce qu'on sait si on a fait notre deuil ou non? Je pense qu'on a tous traversé des phases difficiles dans notre vie et je parle de deuil de décès, mais aussi à d'autres formes de deuil. Par exemple, une Une séparation amoureuse, séparation. un changement de travail, un changement de vie, de pays. Tout ça, ça peut être des deuils. Comment est-ce qu'on peut avoir l'indicateur de savoir si oui ou non on a vraiment fait notre deuil ou si on a mis les choses un peu sous le tapis? J'aurais tendance à te dire que on va se servir de notre baromètre corporel. Dans le sens que, mettons, je viens de t'annoncer que ma belle-sœur est décédée d'un cancer. OK? Si toi, ça fait réagir à l'intérieur puis tu deviens tout de suite émotive, je vais te dire, mais il y a des grosses possibilités qu'il y a quelque chose à venir nettoyer au niveau du deuil. Parce que nos réactions viennent vraiment nous dire, hey, il y a quelque chose qui se passe. Que ce soit un serment, que ce soit un serment au cœur, mettons un tremblement, ou tu viens pour parler, il manque de voix, tu deviens émotif tout de suite à penser que ah, Claudine a perdu un parent ou quoi que ce soit, puis ça te ramène à toi vivre cette expérience-là. Tu sais, c'est un très bon indicateur. Je vais te donner un indicateur personnel que moi je me sers souvent en exemple. Avant de travailler le deuil de la relation à mon père, par exemple, tous les films où je sentais qu'il était pour avoir un décès d'une personne significative dans le film, je pleurais. Je pleurais déjà avant même que la maladie soit annoncée ou quoi que ce soit. Quand j'allais à des funérailles, puis que quelqu'un faisait une homélie par rapport à, même si la personne, je la connaissais pas, j'allais te porter support, soutien suite au décès que tu vivais, ben, je pouvais pleurer autant que les personnes, sinon plus que la famille.
Là, je me suis rendu compte, hey, dans le fond, là, je pleurais mes propres deuils qui n'étaient pas résolus. Fait que notre corps nous parle énormément, mais je sais pas si ça se passe comme ça pour toi, mais souvent, on n'écoute plus les signaux de notre corps. On devient comme un peu indifférent. Inconsciemment, là, on a comme été désensibilisé à ces signaux-là, mais si on revient sensibilisé, il y a tellement de choses qu'on peut, ah oui, ok, ben si quelqu'un me parle d'une séparation, ça se peut-tu que je projette ma séparation, à quel point ça a été difficile sur l'autre? Ok, là, tu vas t'apercevoir que c'est pas réglé, tu comprends? Que c'est vraiment notre monde intérieur qui va venir nous le dire, mais pour ça, il faut être à l'écoute. Puis il y a peut-être plusieurs personnes qui, comme moi, ont pas été sensibles à eux, puis à un moment donné, tu dis, ben écoute, il se passe rien avec moi, je vis rien, j'ai pas d'émotion, ou j'en ai trop. Fait que c'est du tout ou rien souvent. Ouais. J'allais dire, est-ce que ça peut être un indicateur de ne pas en avoir du tout? Parce que moi, je suis plutôt comme toi, c'est-à-dire je vis les choses avec beaucoup de sensibilité, mais je sais qu'il y a des personnes, et j'ai des gens que j'aime énormément dans mon entourage, qui fonctionnent de l'autre façon, c'est-à-dire qu'ils Exact. sont comme, moi j'appelle ça les hypersensibles et les tortues. Et en fait, les tortues sont ultra blindées, et on a l'impression qu'elles vont bien, sauf qu'à l'intérieur, parfois elles s'en rendent même pas compte, mais par contre, quand ça pète, ça fait comme dans le comme dans le Super Mario, là, les tortues qui partent en Ouais. toupie, ça Ça fait des éclate tout. tornades. Ça fait très, très, très mal. Et les tortues, bah, ça a plein d'avantages hein, aussi. Il n'y a pas un mieux que l'autre. Mais du coup, ils ont moins ces indicateurs d'émotion ou de déclencheur ou de larmes parce que c'est bien, c'est propre, c'est lisse à l'extérieur. Qu'est-ce que ça pourrait être l'indicateur pour eux? Est-ce que tu aurais une idée? Mais je te dirais, ça va être, moi, de ce que j'ai pu observer, ça va être vraiment plus dans la fermeture, mais là, on va s'en apercevoir au niveau de la mâchoire. Tu sais, il va y avoir une rigidité qui va s'installer au niveau de la mâchoire. Puis aussi, au niveau des paroles, ça va être vraiment plus sec, ça va être... Puis, dans la banalisation de ce qu'on vit. C'est pas grave, il y a telle affaire ou telle autre personne, moi c'est rien à côté, tu sais. Fait qu'il y a beaucoup de banalisation, puis on donnera pas de la valeur à ce qu'on va vivre. Fait que dans le fond, quand tu commences à parler à ces gens-là qui vont être hyper blindés, ça peut être aussi des gens qui sont hyper positifs. Donc ils vont voir vraiment le positif, 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 mais quand ils se retrouvent tout seuls, oups, désarçonnés, désamorcés. Fait que, tu sais, il y a plusieurs types de réactions qui vont faire en sorte qu'on peut voir, OK, ça se vit pas, ou on va tomber dans le perfectionnisme. Tu sais, quelqu'un qui veut faire puis bien, 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 bien faire, mais pendant qu'on est dans le bien faire, on n'est pas en contact avec ce qu'on vit. Fait, il y a vraiment toutes sortes de façons de réagir, mais c'est de voir, OK, est-ce que je me laisse de la place à ça? Parce que même souvent, je ne sais pas si tu as remarqué aussi, souvent les gens, quand ils deviennent émotifs, ils vont s'excuser. Fait que si, mettons, ils vivent un deuil, puis là, oups, ils s'excusent de pleurer. Tu sais, souvent, je travaille avec des gens, là, que même quand ils pleurent, autorisés ou socialement bien vus de pleurer ou bien accueillis. Mais la recette est tellement là de s'autoriser à être vulnérable. C'est correct. C'est correct quand on vit des difficultés. Tu sais, puis c'est pas de se présenter comme faible, de s'autoriser à vivre notre vulnérabilité. Au contraire, ça prend du courage d'oser montrer ses larmes. Tu sais, il y en a qui ont pas de problème à oser montrer leurs larmes, mais eux autres, ça va être une autre forme de courage qu'ils vont avoir à développer pour peut-être oser mettre des mots, oser faire des demandes, oser faire mettre des limites. Tu sais, fait, il y a tout plein d'incidences, là. Tu sais, moi, je viens comme une boule, là, puis il y a plusieurs fils, mais quand on travaille le deuil, ben, on peut desserrer les fils puis faire en sorte, OK, ah, ben c'est ça, OK, là, je viens de comprendre. Ça fait qu'il y a tout plein de choses qui sont très bénéfiques à explorer les deuils. Ouais, j'imagine que tirer un fil, ça permet de dénouer tout un paquet de nœuds, de choses que peut-être des problématiques qu'on rencontre dans notre vie, dans notre quotidien, et où en fait on n'avait même pas imaginé que ça pouvait être lié à ce deuil non fait Exact, ou mis sous le tapis, quoi. Alors, Claudine, exact, exact. un deuil sereinement, c'est possible. Comment est-ce que ça se passe?
Dans Vivre un deuil sereinement, c'est possible, c'est que je viens apporter mes stratégies, les 7 C. Je m'amuse toujours à dire les 7 C pour les 7 Claudines, là, fait que vous les oublierez. Non, c'est une taquinerie. Mais tous mes thèmes commencent par un C. Et comment on peut vivre le deuil sereinement. Donc, je viens vraiment donner les 7 stratégies pour avancer graduellement face à un deuil. Puis, ce qui est important de savoir, puis je pense que tout le monde le sait, mais c'est comme s'il y avait un mode d'emploi pour vivre un deuil, qu'il y avait une façon unique de vivre un deuil. Mais la réponse à ça, c'est qu'il n'y a aucun mode d'emploi et il n'y a pas de façon unique à vivre un deuil. Autant d'individus nous sommes, autant de deuils nous allons traverser, ils sont tous différents. C'est pas parce que mon père est décédé, que mon beau-père est décédé, que ma belle-mère est décédée, que les grands-parents, que des amis proches, que je vais vivre le deuil toutes de la même façon. Non, c'est très différent. Chaque deuil est unique et aussi ça va venir dépendre du type de relation que j'ai avec la personne ou même avec mon animal de compagnie. Si j'ai une relation hyper importante avec mon animal de compagnie, ben c'est légitime que le deuil vienne m'affecter beaucoup. T'sais? Puis encore là, on peut être perdu dans la peur de ce que les autres vont penser. Si je passe pas à travers mon deuil, puis si je suis pas capable de faire mon deuil, si je pleure encore après un mois, mais oui, mais c'est ça qui se passe pour toi. Donc, c'est vraiment, OK, comment je le vis, comment je reviens. Fait que ma conférence sur vivre un deuil sereinement, c'est possible, c'est Vivre sereinement. vraiment pour venir tout outiller. OK, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Puis c'est pas des étapes, c'est vraiment de comment je porte le regard sur moi pour mieux avancer à travers le deuil. Est-ce que pour ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui, tu aurais, j'en sais rien, une clé, un conseil à leur donner pour aller vers cette sérénité dans le deuil? Mais je t'en ai parlé un petit peu tout du long de notre rencontre, mais si je te dis tout de suite que mon premier C ramène au corps. Donc, de développer de l'observation à travers comment se vivent les choses dans notre corps. Puis là, on va extensionner parce que tout ce que tu vis, que ce soit positif, négatif ou neutre, se loge dans ton corps. Quand tu es contente, ton corps t'envoie des messages comme quoi tu es contente. Quand tu as de la peine ou quand tu es contrarié, tu vas avoir d'autres messages dans ton corps. Fait que, tu sais, si on pouvait juste, premièrement, être à l'écoute de notre corps, puis je vais en détailler plus aussi des exemples quand on va faire la conférence, mais c'est vraiment la première clé. Puis, je dirais des deux prérequis. Les deux prérequis, là, pour toute transformation de soi à soi, c'est d'avoir de l'ouverture à regarder ce qui part de moi. Parce que très souvent, les gens vont dire, ben, OK, c'est parce que, euh, mettons que j'ai été longtemps à dire, ah, ben, c'est parce que mes parents m'ont laissé dans une autre famille que la mienne, que je vis ça. C'est parce qu'il y a eu telle affaire, telle affaire. Fait, c'est à cause de, OK? Là, je suis pas en train de reprendre mon pouvoir. Mais quand je regarde, OK, moi, dans ma vie, j'ai vécu de l'abandon. Ça a eu ça comme impact dans mon corps, tu sais. Fait que c'est de voir, OK, d'avoir l'ouverture de venir voir qu'est-ce qui part de moi dans mes insatisfactions ou dans mes difficultés relationnelles ou dans la façon que je vis les choses. Et la deuxième chose qui est très importante, c'est de s'accorder des moments de pause. Des moments de pause pour revenir vers soi. Parce que tant aussi longtemps qu'on est dans le faire, puis dans l'action, et on n'a pas le temps de venir voir ce qui se passe en soi. Puis c'est pas là qu'on va changer des choses. Fait que pour moi, ça, c'est les deux prérequis. D'avoir de l'ouverture, puis s'offrir des petits moments de pause pour venir se poser les bonnes questions, ou venir rencontrer des personnes comme toi, ou des personnes comme dans le mouvement qui vont venir donner des clés, justement pour nous aider à revenir en connexion avec soi. Puis tu sais, dans le mouvement, il y a des vraiment beaux professionnels aussi, des beaux conseils, des beaux partages. C'est magnifique, là, ce qui est là, là. Pour la plupart, tu sais, les gens, là, vont avoir vraiment beaucoup de plus-value à écouter tout ce que les mentors ou ton programme ou ton mouvement courant pourra apporter aussi aux gens.
Tu es spécialiste donc de la relation au deuil, du deuil. On peut retrouver tes contenus et tes ateliers évidemment au sein du mouvement en tant que mentor. Quelles sont les autres façons de te consulter? Est-ce que tu as des programmes en ligne? Est-ce que tu consultes en individuel? Est-ce qu'on peut te consulter à distance? Est-ce que tu peux nous expliquer un Oui. petit peu comment est-ce que tu fonctionnes? En fait, j'ai des programmes en ligne, effectivement, donc un programme sur 12 semaines que j'appelle le parcours Everest parce que ça m'a permis aussi de travailler le deuil de façon différente aussi, puis de faire des prises de conscience vraiment importantes. Et celui-là, il y a du coaching de groupe. Puis j'ai aussi le parcours d'accompagnement de deuil qui se fait sur 10 semaines ou 10 rencontres parce que les gens peuvent choisir de faire une rencontre à la semaine ou une rencontre aux 2 semaines. Et on va venir vraiment travailler de façon précise le deuil. Et ça se fait en rencontre individuelle. Et puis, je fais de l'accompagnement en personne, en présent, ou en virtuel aussi. Je te dirais maintenant, depuis l'avènement de la COVID, il y a beaucoup, beaucoup d'accompagnement qui se fait en virtuel parce que au début, j'avais certaines réticences parce que tu dis, bon, j'ai accès juste à ça. Moi, je suis spécialiste du non-verbal aussi, fait que le corps, j'y avais moins accès. Sauf que je m'aperçois que le travail est aussi efficace, que la relation passe également à travers le virtuel et que j'ai accès à beaucoup d'informations quand même. Donc, c'est majoritairement en virtuel actuellement. Parfait. Merci beaucoup, Claudine. Dernière question. Qu'est-ce que tu auras envie de dire à ceux et celles qui écoutent cette interview et qui ne font pas encore partie du mouvement, mais qui hésitent, qui sont entre deux? Qu'est-ce que tu auras envie de leur transmettre comme message aujourd'hui? Oh, j'aurais le goût de leur dire, n'hésitez pas, parce que c'est une super belle occasion de grandir. Et surtout, c'est que vous avez accès à du contenu vraiment spécialisé dans le mieux-être. Tout le monde qui est sur cette plateforme-là vient vous donner de l'information sur comment améliorer votre mieux-être. Vous avez vraiment tout à gagner pour l'investissement que vous avez à faire. C'est minime pour tout ce que vous allez avoir à récupérer. C'est vraiment magique. Alors, n'hésitez pas et osez acheter ou osez adhérer au programme, Hmm. au Merci mouvement. beaucoup, Claudine. Merci à ceux et celles qui ont écouté cette interview jusqu'à la fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On sera un plaisir d'y répondre. Vous pouvez aussi tout simplement liker cette vidéo pour nous soutenir. Vous retrouverez le profil de Claudine sur Coep et sur les autres réseaux sociaux. Et si vous ne faites pas encore partie du mouvement, eh bien, vous trouverez un lien autour de cette vidéo pour nous rejoindre. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview. C'était Maureen Veillard. Prenez soin de vous. Coep, le réseau du bien-être pour s'épanouir au quotidien.